Hi, Fanny. Can you hear me? Yes. Great. Ocean? Yeah? A small detail regarding the web page with the webinar. For session 1, the title for session 1 is background instead of background. So if you can just add the R in background. Oh, okay. Yeah. Thank you. Yeah. I want to use the same title for the session in the overall assessment for the feedback. Okay, all right. So I saw that, yes, 1 R was missing. Cool. Oh, my cat wants to go out. It's better to open the door. So I see this time from my side, I can click on the record. Okay, great. But I will start when you start speaking. Yes. Valerie is not with you today. No. I'm sitting from my desk and I don't see her. Okay. I think she mentioned she will join for French versions one, but she will not be for the English one, because we have public health regional public health officers meeting tomorrow. Okay. I hope we'll be able to finish the session also today. On a déjà Faustine et John du Niger. Bonjour Faustine. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Ça va. Aujourd'hui, j'espère que ça va aller pour moi. Avec la connexion? Oui. Oui. J'ai changé le navigateur. J'ai mis sous Chrome comme tu m'as conseillé. Ok. Et ça marche maintenant? Ok, merci. Très bien. Ok, merci. Je vais prendre. Bonjour, Faustine. Bonjour. You just talk about changing to the browser Chrome, right? Yeah, and now the connection is better with Chrome than before. Maybe it was Internet Explorer, no? Yeah, the Internet Explorer, right?
Mm. Yeah, I understand. I'm sure your French is good. Mm. But first, you start with the understanding, and after you are able to speak. Mm. Yes, Mm. try my best. Can imagine if we have to learn Chinese, that will be so difficult for us. Then I can help you. Mm. Okay, what time is it? Almost 2. Mm. We wait again 2-3 minutes because we have only Faustine and John. Where are the others? Oh, I just quickly send another reminder. I'm afraid. Ah. Maintenant, nous avons Koné du Burkina avec nous également. Okay. Yes. Yes. Also, in the title for session 5, Kobo Toolbox, you should replace the key by L. Kobo toolbox. So which Session 5, session 5? including Okay. collect Kobo Toolbox. Mm-hmm. Yeah, it's toolbox. Okay. Gotcha. Thanks. I didn't pay attention at the first reading. Maybe we can start just for the sake of time. Yeah, it's already 2:03. Okay. We start. Yes. Yeah. So you are going to launch the recording, right? Yes. It's out now. Okay. Perfect. Up.
Hop là. Webinar and backwards. All right. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette seconde session de formation sur les nouveautés au sein des directives SENS version 3. Avant de commencer, nous voulions vous rappeler que la session 1 de la semaine dernière est d'ores et déjà en ligne sur le site internet SENS. Donc, si vous allez dans le menu Training Material, vous trouverez les vidéos d'enregistrement de la semaine passée. Aude-Chen a partagé avec vous le lien vendredi dernier par email. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu être présents lors de la première session de formation, nous vous encourageons à regarder, si ce n'est pas déjà fait, l'enregistrement de la première session afin que nous soyons tous au même niveau vis-à-vis des nouveautés au sein de SENS version 3. Aussi, nous vous rappelons les règles pour l'utilisation de Cisco. Mettez vos micros sur mute, s'il vous plaît, et éteignez vos caméras. Comme ça, on ne perturbe pas la présentation puisque, comme vous le savez, celle-ci est enregistrée. Si vous avez des questions, comme la dernière fois, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat de Cisco et on répondra à l'ensemble des questions lors de la session de questions et réponses pendant le webinaire numéro 6. On va essayer, comme la semaine passée, d'avoir un petit peu d'interaction ensemble, d'interagir ensemble avec les petits quiz qui apparaîtront donc sur vos écrans et vous pourrez directement cliquer sur les réponses ou taper vos réponses. Voilà. En ce qui concerne l'agenda, nous allons tout d'abord terminer avec les nouveautés au sein des modules niveau ménage, puisque vous vous rappelez que la semaine dernière, nous n'avons pas eu le temps de voir les nouveautés au sein des modules couverture en provision moustiquaire et eau, hygiène et assainissement. Et puis, une fois que nous aurons terminé avec les modules niveau ménage, on continuera aujourd'hui avec les modules au niveau individuel, donc avec le module anthropométrie et santé, le module anémie et le module ange. Et si après tout ça, il nous reste encore un petit peu de temps, on parcourra les nouveaux questionnaires standard SENS pour les enfants de moins de 5 ans et pour les femmes en âge de procréer. Voilà pour le programme d'aujourd'hui. On commence donc tout de suite avec le module couverture en provision de moustiquaire qui est le module numéro 6. Pour ce module, les objectifs n'ont pas changé entre SENS version 2 et SENS version 3. Il s'agit toujours de déterminer la proportion de ménages qui possèdent une moustiquaire, tout type confondu et également pour les mildes. Donc les mildes, j'imagine que vous savez que ce sont les moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. On a également déterminé le niveau d'utilisation des moustiquaires, là encore, tout type confondu et pour les mildes, par la population en général, par les enfants âgés de 0 à 59 mois et par les femmes enceintes. Et puis, déterminer le niveau de couverture en pulvérisation intradomiciliaire d'insecticides à effet rémanent, ce qu'on appelle également PIR, au sein des ménages 6 ou des 12 derniers mois. Alors, la seule nouveauté ici que nous avons entre SENS V2 et SENS V3, c'est notamment au niveau du troisième objectif, déterminer le niveau de couverture en pulvérisation intradomiciliaire d'insecticides à effet rémanent. En SENS V2, cette question n'était pas incluse si la campagne avait été effectuée il y a plus de 6 mois. Désormais, cette question est exclue si la campagne a eu lieu il y a plus de 12 mois.
Donc, dans tous les cas, si vous décidez d'inclure cette question dans votre questionnaire SENS, vous préciserez dans la formulation de la question la date exacte à laquelle a eu lieu la campagne de PIR dans la zone de l'enquête. On continue avec les indicateurs au niveau du module 6. Là encore, on n'a pas de différence entre SENS V2 et SENS V3. On a tout d'abord les indicateurs relatifs à la possession d'une moustiquaire, puis ceux relatifs à l'utilisation des moustiquaires et la proportion de ménages ayant bénéficié d'une PIR au cours des 6 ou des 12 derniers mois si la question sur la PIR est incluse. Je passe rapidement parce qu'ici, nous n'avons pas de modification par rapport à SENS V2. Les changements entre SENS V2 et SENS V3 pour le module couverture en provision de moustiquaires concernent principalement la structure du questionnaire, puisque celle-ci a été entièrement révisée pour pouvoir s'aligner avec l'utilisation de la collecte mobile, l'utilisation des méthodes MDC. Donc, le questionnaire pour les moustiquaires démarre avec la section TN1 qui vous est présentée ici. Cette section collecte des informations sur le ménage, des informations générales. Les 4 premières questions, TN2, TN3, TN4 et TN5, concernent la composition du ménage. La première question TN2, quel est le nombre total des membres du ménage? Puis nous avons TN3, TN4, TN5. Voici. Combien de personnes vivent dans le ménage et ont dormi la nuit dernière dans le ménage? Pareil pour les enfants de moins de 5 ans. Combien y a-t-il d'enfants de moins de 5 ans qui vivent dans ce ménage et qui ont dormi la nuit dernière dans le ménage? Et TN5, combien de femmes vivent dans le ménage et ont dormi la nuit dernière dans le ménage? Comme on s'intéresse au nombre de moustiquaires dans le ménage et à leur utilisation la nuit pour dormir, on a besoin de savoir exactement combien de personnes ont effectivement dormi dans le ménage la nuit passée. Après ces questions, nous avons la question TN6. Vous voyez qu'ici, la variable est en vert. HHIRS, c'est la question qui concerne la PIR au cours des 6 ou des 12 derniers mois. Donc, vous savez qu'elle est optionnelle. Elle sera incluse dans le questionnaire que si cela est applicable au contexte de votre enquête. Et puis, après TN6, avec la question sur la PIR, la pulvérisation donc intradomiciliaire, nous avons la question TN7, où l'on cherche à savoir si le ménage possède des moustiquaires qui peuvent être utilisés pour dormir en dessous. Donc là, le répondant va nous dire oui, on a des moustiquaires au sein du ménage, ou non, nous n'avons pas de moustiquaires au sein du ménage. Si la réponse est non, si le répondant déclare posséder aucune moustiquaire de lit qui peuvent être utilisées pour dormir en dessous, alors le questionnaire moustiquaire s'arrête ici. C'est la fin des questions. Si le répondant dit posséder des moustiquaires, alors on aura la question TN8. Et avec cette question, on veut savoir combien de moustiquaires de lit peuvent être utilisés pour dormir en dessous dans le ménage. Alors, avant de continuer avec la section TN2, la section du questionnaire, je vais tout de suite lancer un premier petit quiz. Alors, il faut que j'ouvre le fichier. Donc, c'est des questions vraiment très simples qui, normalement, sont plutôt posées au moment de la formation des enquêteurs. Mais voilà, petite question toute simple pour démarrer à propos de la couverture en provision de moustiquaires. Je pense que désormais, vous pouvez voir les questions. La première question est: est-ce que les moustiquaires qui sont utilisés à d'autres fins, grillage, pêche, serre pour les plantes, peuvent être considérés dans le nombre total de moustiquaires présentes dans le ménage? Oui, non. Et puis, deuxième question, est-ce que les ménages qui n'ont aucune moustiquaire sont inclus dans cette enquête? Oui ou non. Donc ici, rien de compliqué, c'est des questions qu'on pose généralement plutôt aux enquêteurs au moment de la formation. Donc,
Je vois qu'une seule personne a terminé pour le moment. Il reste 15 secondes pour répondre. En tout cas, je vois qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Voilà, je crois que maintenant tout le monde a répondu. C'est parfait. Donc effectivement, les moustiquaires qui sont utilisés à d'autres fins ne sont pas considérés dans le nombre total de moustiquaires présents dans le ménage. Et puis, les ménages qui n'ont aucune moustiquaire, bien sûr, sont inclus dans l'enquête. Donc voilà. On continue la section TN2. Donc, lorsque le répondant dit posséder des moustiquaires, alors arrive cette section qui permet de collecter des informations sur le type de moustiquaire présente au sein du ménage. Pour chaque moustiquaire utilisé et rapporté par le répondant, l'enquêteur devra pouvoir observer la moustiquaire et identifier la marque de la moustiquaire, vous savez ça, en se référant notamment à l'étiquette si c'est possible. Si le répondant à la question TN8 a indiqué qu'il possédait, par exemple, 3 moustiquaires, alors pour chacune des 3 moustiquaires, l'enquêteur devra dire s'il peut observer la moustiquaire, oui ou non, et s'il peut l'observer, il devra ensuite renseigner la marque de la moustiquaire. Il s'agit de la question TN10, TN9 et TN10. Donc, si, par exemple, le répondant dit « oui, nous avons 3 moustiquaires », mais qu'après l'enquêteur, finalement, n'en retrouve que 2 dans le ménage, l'enquêteur pourra revenir en arrière, corriger à la question TN8, et les questions TN9 et TN10 apparaîtront alors que 2 fois. Au niveau de la question TN10, pour les marques des moustiquaires, la liste, ici, au niveau des codes réponses, est adaptée au contexte de votre enquête. Ici, il faudra supprimer de la liste les marques qui ne sont pas disponibles dans le contexte de votre enquête et ajouter les marques qui sont actuellement non présentes dans cette liste. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la liste présentée ici dans le questionnaire contient toutes les marques de mild recommandées par l'OMS en avril 2016. Et puis, dans tous les cas, il y a toujours l'option « Autre » qui permettra d'enregistrer les marques qui ne sont pas présentes dans la liste au moment de l'enquête. Dans les enquêtes utilisant les méthodes MDC, le nombre total de mild sera alors automatiquement calculé. Et si après l'enquête, vous constatez que dans la catégorie « Autres », il y a des marques qui sont identifiées comme des mild, alors le siège ou les bureaux régionaux pourront vous appuyer pour l'analyse parce qu'il y aura ici du coup des petites manipulations à faire avec les bases de données. Après la section TN2 sur les moustiques, on a ensuite la section TN3 qui ici concerne les membres du ménage. Pour chacun des membres du ménage ayant déclaré avoir dormi la nuit passée dans le ménage, les questions suivantes seront répétées. Le sexe du membre du ménage, l'âge du membre du ménage. Ici, on veut seulement savoir si c'est une personne de moins de 5 ans ou de 5 ans et plus. Est-ce que le membre du ménage est enceinte actuellement? Est-ce que le membre du ménage a dormi la veille de l'enquête sous une moustiquaire? Et si oui, sous laquelle? Donc là, après, l'enquêteur, le répondant montre simplement physiquement la moustiquaire sous laquelle il a dormi, du ménage a dormi, et puis l'enquêteur pourra dire s'il s'agit de la moustiquaire permanente ou de la moustiquaire olicette ou d'une autre marque de moustiquaire. Puisque si vous regardez la dernière question ici, sélectionnez la marque de la moustiquaire sous laquelle le membre du ménage a dormi, automatiquement, les marques que vous aurez sélectionnées à la question TN10 apparaîtront ici. Donc ça, c'est également pour éviter les confusions au moment de l'enquête.
Je pense qu'ici, vous l'avez compris, s'il y a 5 personnes qui ont dormi dans le ménage la veille de l'enquête, pour cette section apparaîtront 5 fois de suite pour chacun des membres du ménage, comme pour l'enquête sur les membres du ménage dans le questionnaire démographique que nous avons vu la semaine dernière. Puis, pour terminer avec ce questionnaire, une nouveauté ici, c'est l'apparition des messages d'erreur suivants. En cas de différence entre le nombre total d'enfants de moins de 5 ans et ou de femmes enceintes déclarées au niveau des questions de la section TN1, au niveau des questions TN4 et TN5. Et donc, le nombre est différent après quand on se réfère aux questions TN14 et TN15. Donc, peut-être que là, c'est pas très clair pour vous. Rapidement, je remonte. Par exemple, si ici, à la question TN4, combien d'enfants âgés de moins de 5 ans vivent dans le ménage? Imaginons que la réponse est 2. Et puis, nous avons une femme enceinte à la question TN5. Si les réponses après, au niveau de la section TN3, sont différentes, vous aurez les messages d'erreur. On doit retrouver 2 fois des enfants de moins de 5 ans ici. Donc, on pourra voir avec l'âge du membre du ménage. Et puis, on doit retrouver une femme enceinte. Si on a des différences entre la section TN1 et la section TN3, ces messages d'erreur apparaîtront au niveau de vos téléphones, du téléphone du chef d'équipe, et le chef d'équipe pourra donc revenir en arrière et corriger les réponses. Là encore, c'est des nouvelles choses qui ont été intégrées au questionnaire dans le but de toujours améliorer et garantir la qualité des données qui sont collectées et donc des résultats par la suite. Donc voilà pour le questionnaire, c'est couverture en provision de moustiquaires. Il n'y avait pas énormément de nouvelles choses ici, principalement la structure du questionnaire qui était nouvelle. On continue avec le module eau, hygiène et assainissement, ou EHA, qui est désormais le module numéro 7. Donc, déjà mentionné la semaine dernière, le module EHA a entièrement été révisé afin de s'aligner avec les enquêtes CAP, EHA du HCR. CAP, j'imagine que vous savez que cela signifie connaissance, attitude et pratique. Donc désormais, toutes les questions EHA pour les enquêtes SENS sont issues du questionnaire CAP EHA du HCR, afin d'harmoniser les enquêtes conduites dans les contextes de populations réfugiées. Ce n'était pas vraiment logique auparavant de poser différentes questions EHA avec les enquêtes SENS et de calculer différents indicateurs. Désormais, les indicateurs sont communs entre les SENS et les évaluations menées par les collègues travaillant dans l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Le questionnaire SENS est toutefois plus court que le questionnaire CAP-EHA puisqu'il ne couvre que certains des indicateurs clés essentiels au suivi des programmes EHA, notamment ceux au niveau des ménages, pas au niveau individuel. Il est donc fortement conseillé au moment de l'interprétation des résultats de regarder, si cela est possible, également les résultats de la dernière enquête CAP EHA effectuée par les collègues travaillant dans le domaine EHA. Les objectifs pour ce module, on a désormais déterminé le niveau d'accès de la population à l'eau et aux installations d'hygiène et d'assainissement ainsi que leur niveau d'utilisation, et déterminer le niveau d'accès de la population au savon. Dans la version 2 de SENS, l'accès au savon n'était pas évalué et les indicateurs concernant le premier objectif n'étaient également pas exactement les mêmes, comme nous allons le voir avec la prochaine diapositive sur les indicateurs EHA. Voilà. Au niveau des indicateurs, ils sont donc légèrement différents, notamment ceux concernant la qualité de l'eau, ou l'accès à une source d'eau de boisson protégée, traitée. Désormais, nous avons comme indicateur par rapport à la qualité de l'eau, la proportion de ménages collectant de l'eau de boisson à partir de sources protégées traitées
et la proportion de ménages avec une capacité de stockage pour l'eau de boisson d'au moins 10 litres par personne. Donc ça, ce sont des indicateurs qui sont également utilisés par les collègues travaillant dans le domaine EHA. Avant, dans SENS V2, on avait la proportion de ménages utilisant une source d'eau de boisson améliorée. Donc, c'était pas tout à fait les mêmes termes qui étaient utilisés ici. Et le deuxième indicateur était la proportion de ménages utilisant un récipient couvert ou à goulot étroit pour stocker leur eau de boisson. Donc, vous voyez, c'était pas le même indicateur. Au niveau des indicateurs relatifs à l'utilisation d'une quantité adéquate d'eau, on a également des petites différences entre SENS V2 et SENS V3. Dans SENS V2, nous ne calculions que la proportion de ménages qui utilisent moins de 15 litres d'eau par personne et par jour, entre 15 et 20 litres d'eau, ou plus de 20 litres d'eau par personne et par jour. Je pense que vous vous souvenez. Dans SENS V3, les indicateurs relatifs à la quantité d'eau sont désormais un petit peu plus complexes, puisqu'on a le nombre moyen de litres par personne et par jour d'eau utilisée à des fins domestiques et collectée à partir de sources protégées et traitées pour tous les types de récipients. On a le nombre moyen de litres par personne et par jour d'eau utilisée à des fins domestiques et collectée à partir de sources protégées et traitées uniquement pour les récipients qui sont dits protégés. Et puis, la proportion de ménages qui utilisent de l'eau à des fins domestiques collectées à partir de sources protégées et traitées pour les récipients protégés uniquement, catégorisés selon la quantité, donc plus de 20 litres par personne et par jour, entre 15 et 20 litres, et moins de 15 litres par personne et par jour. Dans SENS V2, si vous vous rappelez bien, nous avions également comme indicateur la satisfaction par rapport à l'approvisionnement en eau et l'élimination hygiénique des excréta, notamment pour les enfants de moins de 3 ans. Ces indicateurs ont été supprimés et d'autres ont été ajoutés, comme ici la proportion de ménages rapportant se rendre dans des latrines, toilettes pour faire leurs besoins et la proportion de ménages ayant accès au savon. Donc, on va voir avec le questionnaire désormais que pour ce qui est de l'utilisation des toilettes, il n'y a plus besoin, comme dans SENS V2, de classifier les latrines. Je pense que vous vous rappelez, selon qu'elles soient améliorées ou non, ventilées, avec ou sans dalle. Avant, il y avait différents types de toilettes. Donc, vous allez voir que désormais, c'est beaucoup plus simple pour ça. Alors, on continue avec le questionnaire. Ce questionnaire EHA est divisé en 2 sections. On a tout d'abord la section WS1 qui concerne tout ce qui est questions d'entretien. Et puis, on verra par la suite que la prochaine section WS2, elle, concerne uniquement les questions d'observation. Pour les questions d'entretien, on a tout d'abord le nombre de personnes au sein du ménage, comme pour le questionnaire sécurité alimentaire, comme pour le questionnaire couverture en provision de moustiquaires. Ça, on a essayé de voir si on pouvait avoir cette question uniquement au niveau d'un seul questionnaire. Au niveau du questionnaire sécurité alimentaire uniquement, ou au niveau du questionnaire démographie uniquement. Mais vous allez le voir quand on va expliquer la structure des questionnaires pour les téléphones, que pour le calcul automatique de certaines variables, on était malheureusement obligé d'avoir cette question au niveau de tous les questionnaires, au commencement de tous les questionnaires. Mais après, pendant l'enquête, le chef d'équipe, il ne va pas demander 3 fois au chef de ménage combien vous êtes dans le ménage. Vous allez savoir automatiquement qu'il y a 2 personnes ou 3 personnes dans le ménage. Donc, je disais, la première question, c'est ça. On demande le nombre de personnes au sein du ménage. Après ça, du coup, on a la question par rapport à la source principale, d'eau de boisson. Donc, l'hypothèse tenue est que si les ménages utilisent une source protégée traitée pour l'eau de boisson, ils sont plus susceptibles de boire de l'eau propre. Donc, ici, il va être important de bien expliquer aux répondants que l'on parle des sources d'eau de boisson seulement et pas des autres sources d'eau.
Donc là, au niveau des codes réponses, vous avez une liste qui est plutôt longue. Bien sûr, il ne sera pas nécessaire de garder tous ces codes réponses. Vous pouvez ici adapter les codes réponses au contexte de votre enquête. Après la question sur la source principale d'eau de boisson, on a la question WS4, où là, on demande où les membres du ménage, à l'exception des enfants de moins de 5 ans, vont habituellement pour faire leurs besoins. Donc là, si vous regardez au niveau des codes réponses, nous avons donc au niveau des types de toilettes, désormais uniquement latrine familiale ou latrine communautaire. Donc la latrine familiale, ce sera une latrine qui est utilisée uniquement par un seul ménage. Et puis la latrine communautaire, ce sera la latrine qui est utilisée par plusieurs ménages. Donc ici, vous voyez, c'est très très simple en ce qui concerne la catégorisation du type de toilette. Le but de cette question, pourquoi c'est si simple maintenant? Parce que le but de cette question, c'est simplement d'évaluer si le ménage utilise des toilettes. Donc on veut savoir si les codes c'est 1 et 2, ou alors si c'est tous les autres lieux, défécation à l'air libre, sac en plastique, seau pour les toilettes, autres. Voilà. Donc, on va essayer de faire un autre petit quiz désormais. Vous voyez que sur la diapositive, j'ai mis des images, les images 1 et 2 pour les sources d'eau de boisson et les images 3 et 4 pour des exemples de latrines. Et donc, je vous demande de sélectionner la source pour l'eau de boisson pour les images 1 et 2 et donc le type de toilette, images 3 et 4. Alors, est-ce que j'arrive à ouvrir? Familiare, communautaire. Ah, je crois que nous avons quelqu'un qui a son micro. Je crois que c'est Jean-Claude. Voilà, je coupe le micro. Alors, est-ce que j'arrive à lancer la question? Voilà, normalement, désormais, vous avez la question pour les images 1, image 2, image 3 et image 4. Alors, oui, mon petit quiz. Alors, quelle est la source d'eau de boisson pour les personnes de l'image 1, pour l'image 2, et puis comment est classifiée la latrine pour l'image 3 et l'image 4. Mes questions ne sont pas très difficiles, hein. Voilà, je crois que tout le monde n'a pas terminé. Ok, j'ai pas eu toutes les réponses, mais en tout cas, pour l'image 1, je crois que tout le monde a juste. Il s'agit bien en effet de robinet public ou de borne fontaine. Pour l'image 2, j'ai que 2 réponses, mais ces réponses sont justes. Il s'agit du puits creusé non amélioré. Et puis, les réponses pour les toilettes sont également correctes. Il s'agit d'une latrine familiale pour l'image 3 et de latrine communautaire pour l'image 4. Allez, on continue avec le questionnaire eau, hygiène et assainissement. On a désormais la section WS2 avec les questions d'observation. On demande au répondant de nous montrer le savon qu'il utilise. Ça, c'est la question WS5. Donc ici, le terme savon comprend les pains de savon, le savon liquide, les détergents en poudre, l'eau savonneuse. On ne comptabilisera pas, enfin, on ne tiendra pas compte ici de tout ce qui est cendre, terre, sable ou autre agent de lavage des mains. Au niveau des codes réponses pour WS5,
on a le code 1 si le savon a été présenté dans la minute, ou le code 2 si le savon n'a pas été présenté dans la minute, ou si le ménage n'a pas de savon au moment de l'enquête. La question suivante, la question WS6, concerne le nombre de récipients que le ménage utilise pour collecter ou conserver l'eau utilisée à des fins domestiques. Donc ici, vous l'avez vu au niveau des indicateurs, à chaque fois il est mentionné utilisé à des fins domestiques. C'est quelque chose qu'il va falloir bien expliquer aux répondants au moment de l'enquête. Donc ça, c'est vous, votre travail au moment de la formation, bien insister là-dessus. L'eau utilisée à des fins domestiques, ça comprend l'eau de boisson, mais également l'eau utilisée pour préparer les repas, pour cuisiner, pour faire la toilette, pour l'hygiène personnelle, l'eau utilisée pour faire la lessive et les autres activités d'entretien du ménage. Mais on ne compte pas là-dedans l'eau destinée aux animaux, utilisée pour la construction, utilisée pour l'agriculture, le jardinage, etc. Tout ça, on exclut puisque ce sont des usages qui sont non domestiques. Donc ici, pour cette question, les récipients doivent être enregistrés un par un. Ça, c'était un petit peu pareil déjà dans SENS V2. On enregistre les récipients un par un. L'enquêteur va les vérifier, les inspecter, puisque vous savez que ici, tout ce qui est cassé, tout ce qui fuit, bien entendu, n'est pas utilisé, comptabilisé, pardon. Et puis, si le ménage enquêté n'a pas collecté d'eau la veille de l'enquête ou s'il a emprunté des récipients pour collecter l'eau et que ces récipients ne sont pas dans le ménage au moment de l'enquête, alors l'enquêteur mettra 0 pour le nombre de récipients et puis l'enquête EHA s'arrêtera ici. Maintenant, si par exemple le répondant dit qu'il possède 3 récipients pour collecter et conserver l'eau, pour chaque des récipients, vous allez avoir les questions qui vous sont présentées ici, qui sont répétées. On veut savoir pour chaque récipient WS7, quel est le type de récipient. Est-ce que c'est un jerrycan, un seau, un bidon, etc. WS8, quel est le volume du récipient en litres. Là, on procède à une estimation de la contenance en litres du récipient à 0,5 près. Donc, au moment de la formation des enquêteurs, c'est vraiment important aussi de s'entraîner à estimer le volume que peut contenir différents récipients. Et puis, après, avec la question WS9, on veut savoir si le récipient était couvert. Puisque vous savez qu'un récipient qui est couvert est considéré comme protégé, alors que les récipients qui sont ouverts sans couvercle ou bouchon sont plus susceptibles d'être contaminés. Et puis la dernière question, la question WS10, concerne quant à elle le nombre de trajets effectués la veille de l'enquête avec le récipient pour aller collecter l'eau utilisée à des fins domestiques. S'il s'agit d'un récipient qui n'a pas été utilisé la veille de l'enquête pour collecter de l'eau, alors l'enquêteur mettra 0 trajet. Je pense qu'ici, il n'y a rien de compliqué. C'était un petit peu la même chose par rapport aux récipients dans SENS V2. Et les réponses à l'ensemble de ces questions avec les enquêtes MDC vont nous permettre d'avoir automatiquement certaines variables de calculer. Avec les données MDC, après, dans la base de données pour le questionnaire EHA, automatiquement sera calculée la capacité de stockage de l'eau de boisson, le nombre de litres par personne et par jour d'eau utilisée à des fins domestiques et collectée à partir de sources protégées, traitées pour tout type de récipients confondus et pour les récipients couverts uniquement. Donc, si vous voulez, après, quand vous arrivez au moment de l'analyse, c'est très, très simple. Vous avez déjà les variables pour les indicateurs. Il suffit uniquement de faire des moyennes. Donc, ça, c'est vraiment super pour ce qui concerne l'analyse des données. Donc, voilà pour le nouveau questionnaire EHA qui, finalement, est plus court et plus simple que la version 2 de SENS. Donc, avant qu'on continue avec les changements au niveau des modules individuels
de SENS, le module anthropométrie et santé, anémie et ange. On va faire un dernier petit quiz. Je pense que vous avez deviné. Avec les images 1, 2 et 3, je vais vous demander d'estimer le volume pour chacun des récipients. Donc, hop, c'est parti. Vous pouvez inscrire vos réponses. À votre avis, combien de litres peut contenir le jerrycan de l'image 1? Pour les collègues du HCR, combien de litres peut contenir le seau du HCR? Et combien de litres peut contenir le jerrycan en plastique du HCR également? Alors, compte-le. Alors, il reste quelques secondes. Je crois qu'il y a une personne qui n'a pas terminé encore. Alors, autant je voyais les réponses quand quand il faut sélectionner, mais là comme vous avez écrit normalement, je ne vois pas les réponses. En tout cas, pour la première image, le jerrycan peut contenir 5 litres. En ce qui concerne le seau du HCR, celui-ci peut contenir 14 litres. Et puis, pour ce qui est du jerrycan du HCR en plastique, l'image 3, celui-ci peut contenir 10 litres. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez juste ou non, mais en tout cas, c'est bien de faire des petits exercices comme ça au moment de la formation des enquêteurs pour être sûr de ne pas surestimer ou sous-estimer les quantités d'eau qu'utilise la population réfugiée. Alors, on continue avec les changements au niveau des modules individuels et on commence tout de suite avec le module 2, anthropométrie. Et en ce qui concerne les objectifs primaires pour ce module, c'est les mêmes objectifs que dans SENS V2, à savoir mesurer la prévalence de malnutrition aiguë et du retard de croissance chez les enfants âgés de 6 à 59 mois, déterminer la couverture vaccinale anti-rougeole chez les enfants âgés de 9 à 59 mois, déterminer la couverture de la supplémentation en vitamine A au cours des 6 derniers mois chez les enfants âgés de 6 à 59 mois, et déterminer la prévalence de B sur une période rétrospective de 2 semaines chez les enfants âgés de 6 à 59 mois. Pas de nouveauté ici, donc je continue. Au niveau des objectifs secondaires, on a quelques petites nouveautés. On a tout d'abord toujours l'objectif concernant l'enrôlement au sein des programmes nutritionnels thérapeutiques et supplémentaires. Mais nous avons désormais également un nouvel objectif concernant la couverture pour les programmes d'alimentation supplémentaire de couverture, ce qu'on appelle plus communément les programmes BSFP. Donc après, pour les enfants de 6 à 23 ou de 6 à 36 ou de 6 à 59, selon le groupe cible qui est ciblé par le programme BSFP dans votre contexte. Bien sûr, s'il n'y a pas de programme BSFP mis en œuvre dans la zone de l'enquête, vous n'inclurez pas cet objectif secondaire. On a ensuite un autre objectif secondaire non présent dans SENS V2, c'est celui concernant la couverture du déparasitage au cours des 6 derniers mois chez les enfants généralement âgés de 12 à 59 mois, mais là aussi ça peut être un autre groupe cible selon le contexte. L'inclusion de l'objectif secondaire sur le déparasitage dans votre enquête se fera seulement si une campagne de déparasitage a été effectuée au cours des 6 derniers mois et sont nécessaires dans le cadre du suivi d'un programme. Ce ne sera donc pas systématiquement inclus. Ça dépendra du contexte. On continue avec l'objectif secondaire. On a également un nouvel objectif pour les femmes, c'est la couverture pour le programme BSFP. Donc généralement pour les femmes, ces programmes sont
plutôt ciblé pour les femmes enceintes et les femmes allaitantes avec un enfant de moins de 6 mois. Mais après, là encore, selon le contexte de votre enquête, peut-être que c'est un autre groupe cible. Donc là, vous adapterez cet objectif en fonction de votre enquête. On passe maintenant au niveau des objectifs optionnels. Il n'y en avait pas auparavant dans SENS V2. Désormais, nous en avons 3 dans SENS V3. Le premier nouvel objectif optionnel qui est présenté ici, c'est déterminer l'utilisation des sels de réhydratation orale et ou des comprimés ou du sirop de zinc au cours d'un épisode de diarrhée chez les enfants âgés de 6 à 59 mois. Donc, la question sur la diarrhée au cours des 2 dernières semaines est systématiquement inclue dans les enquêtes. Et puis après, vous pourrez éventuellement inclure les questions relatives aux pratiques lors d'un épisode de diarrhée, uniquement si vous vous trouvez dans une zone où la diarrhée est fréquente, où on a une forte prévalence de diarrhée. On continue les 2 autres nouveaux objectifs optionnels. On a ensuite déterminé la prévalence de la malnutrition selon le PB chez les femmes en âge de procréer, donc âgées de 15 à 49 ans. L'objectif concernant la détermination de la malnutrition selon le PB chez les femmes sera inclus si et seulement si les résultats sont nécessaires pour une enquête de base ou dans le cadre du suivi d'un programme. Donc, la mesure du PB est généralement nécessaire dans les contextes où un BSFP est mis en œuvre. Et ces programmes concernent habituellement les femmes enceintes et allaitantes avec un enfant de moins de 6 mois. Donc, vous prendrez la mesure soit uniquement chez les femmes qui sont ciblées pour le programme BSFP, mais sachez que si cela est justifié, il est également possible de mesurer le PB chez toutes les femmes en âge de procréer. Objectif numéro 3, optionnel numéro 3, déterminer la période d'arrivée des enfants dans le camp pays d'asile. Si vous vous rappelez bien la présentation d'hier, nous avons également une question relative à la période d'arrivée des réfugiés dans le camp pays d'asile au niveau du questionnaire démographie. Donc là, c'est la même chose au niveau du questionnaire enfant, mais que pour l'enfant. Cette question sera donc incluse, comme dans le questionnaire démographie, uniquement dans les contextes où il y a de récents nouveaux afflux de réfugiés et où l'on suspecte un statut nutritionnel possiblement différent chez ces nouveaux arrivants. On verra un petit peu plus loin avec le questionnaire que cet objectif, l'indicateur, après, peut être utilisé. On peut utiliser cette information pour désagréger d'autres résultats, notamment la prévalence de malnutrition aiguë globale, si la précision est bien sûr acceptable. Alors, on continue avec les indicateurs. Tout d'abord, pour les enfants âgés de 6 à 59 mois, on verra les indicateurs pour les femmes juste après. On a tout d'abord des indicateurs relatifs à la taille de l'échantillon. On aura, rien de nouveau ici, mais le nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois enquêtés et le taux de non-réponse pour les enfants. Puis, si la question sur la période d'arrivée des enfants dans le camp ou le pays d'asile, l'objectif optionnel que l'on vient de voir, est inclus dans le questionnaire, on aura le profil d'arrivée des enfants dans le camp ou le pays d'asile, le pourcentage d'enfants qui sont arrivés avant ou après l'événement qui a généré l'afflux de réfugiés. Voilà. Ensuite, au sein des rapports d'enquête SENS, vous savez que généralement, on inclut un tableau présentant la distribution de l'échantillon selon l'âge en mois. Dans SENS V2, les mêmes groupes d'âge que ceux paramétrés par défaut au sein du logiciel ENA étaient utilisés.
C'est-à-dire que les résultats étaient désagrégés pour la distribution de l'âge, mais également pour les prévalences de malnutrition, selon les groupes d'âge 6-17, 18-29, 30-41, 42-53 et le dernier groupe, c'était celui pour les enfants âgés de 54 à 59 mois. Donc, désormais, la distribution de l'échantillon selon l'âge en mois, mais également la présentation des prévalences de malnutrition par groupe d'âge se fait pour les groupes d'âge 6, 11, 12, 23, 24, 35, 36, 48, 48, 59. C'est plus logique d'utiliser ces groupes d'âge puisqu'ils correspondent aux groupes d'âge cibles des programmes nutritionnels qui sont généralement mis en œuvre dans les camps de réfugiés. Donc, voilà, maintenant, on n'utilise plus les groupes d'âge paramétrés par défaut dans le logiciel ENA. Au moment de l'analyse des données anthropométriques, donc avec ENA, vous devrez donc désormais modifier au niveau de l'écran option de ENA les groupes d'âge. Donc, pour ceux qui ont oublié comment on faisait ça, je voulais vous dire qu'on a développé un nouvel outil, l'outil 2, qui accompagne donc le module anthropométrie et santé, qui s'appelle paramétrage du logiciel ENA pour les enquêtes SENS, où vous trouverez toutes les explications sur comment bien utiliser l'écran option de ENA et notamment des explications pour modifier les groupes d'âge qui sont paramétrés par défaut. Alors, avec les indicateurs, après la distribution de l'échantillon selon l'âge en mois, on a la distribution de l'échantillon selon le sexe, qui est désagrégé par groupe d'âge, donc avec les nouveaux groupes d'âge, et le sexe ratio. Puis rien de nouveau pour la suite des indicateurs ici. On a les prévalences de malnutrition aiguë globale, malnutrition aiguë modérée, malnutrition aiguë sévère, désagrégées par sexe et par groupe d'âge. Puis, on a la prévalence pour les œdèmes et les prévalences de la malnutrition selon le PB, désagrégées également par sexe et par groupe d'âge. Les indicateurs sont également générés pour l'insuffisance pondérale et le retard de croissance. La seule petite nouveauté ici entre SENS V2 et SENS V3, c'est l'ajout d'un nouveau tableau dans le rapport d'enquête SENS qui présente les prévalences d'insuffisance pondérale par groupe d'âge. Dans SENS V2, on présentait l'insuffisance pondérale uniquement totale et puis désagrégée par sexe, mais pas par groupe d'âge. Donc maintenant, on le fait également par groupe d'âge. Et puis, autre nouveauté de SENS V3, désormais, systématiquement, les résultats pour les prévalences de surpoids et d'obésité seront présentés dans le rapport d'enquête. Donc là encore, les prévalences de surpoids et d'obésité sont désagrégées par sexe et par groupe d'âge. Et puis ici, on parle de surpoids lorsque l'indice poids pour taille est supérieur à 2 Z-score et d'obésité ou de surpoids sévère lorsque l'indice poids pour taille est supérieur à 3 Z-score. Ensuite, l'ensemble des indicateurs relatifs à la couverture des programmes, soit la couverture de la vaccination contre la rougeole, la couverture de la supplémentation en vitamine A, la couverture des programmes d'aliments thérapeutiques et supplémentaires, et désormais la couverture du programme BSFP pour les enfants, si cela est applicable à votre zone d'enquête, bien entendu. Je voulais préciser que pour la couverture du programme BSFP, qu'ici vous pouvez très bien avoir plusieurs questions ciblant plusieurs groupes d'âge cibles inclus dans le programme BSFP. Je vais prendre l'exemple de l'enquête pilote qu'on a réalisée l'année dernière en Tanzanie. Dans les camps de réfugiés burundais et congolais, on avait en fait deux groupes cibles pour le programme BSFP. On avait tout d'abord les enfants de 6 à 23 mois qui recevaient du CSB++, et les enfants âgés de 24 à 59 mois qui, eux, recevaient des sachets de micronutriments en poudre. Donc, pour le BSFP, on a calculé la couverture pour chacune des groupes d'âge cibles. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous préciser avec la couverture du programme BSFP. Et
pour terminer avec les indicateurs liés aux enfants âgés de 6 à 59 mois, nous avons ici ceux relatifs à la prévalence de la diarrhée avec les 2 nouveaux indicateurs concernant les pratiques au cours d'un épisode de diarrhée, qui sont l'utilisation des sels de réhydratation orale au cours d'un épisode de diarrhée et l'utilisation des comprimés ou du sirop de zinc au cours d'un épisode de diarrhée. Donc ça, non, je ne l'ai pas mentionné avant. Comme les 2 questions sur l'utilisation des SRO et du zinc ne seront posées qu'aux enfants ayant eu la diarrhée au cours des 2 dernières semaines, l'échantillon risque d'être petit et donc les résultats seront à interpréter avec précaution puisqu'on aura une précision plutôt faible. Donc il faut bien se rappeler de ça. C'est pour ça qu'il est recommandé d'inclure ces 2 indicateurs, ces questions uniquement dans les contextes où on a une prévalence de diarrhée plutôt importante. Enfin, on aura également, si on inclut dans l'enquête, la couverture du diparasitage au cours des 6 derniers mois avec l'albendazole ou le mébendazole chez les enfants âgés de 12 à 59 mois ou 24-59 mois. Dans certains contextes, le groupe cible peut être différent. Donc voilà pour ce qui était des indicateurs pour les enfants âgés de 59 mois. On continue avec les indicateurs pour les femmes en âge de procréer. La section concernant les femmes au sein du rapport standard SENS débute généralement avec un tableau présentant l'échantillon des femmes selon le statut physiologique. Donc là, dans SENS V2, on présentait seulement le pourcentage de femmes enceintes et versus le nombre de femmes non enceintes. Maintenant, dans SENS V3, on collecte un petit peu plus d'informations en ce qui concerne le statut physiologique des femmes. Enfin, du moins, on a différentes catégories. On a le groupe des femmes non enceintes et non allaitantes, le groupe des femmes enceintes, le groupe des femmes allaitantes avec un enfant de moins de 6 mois et le groupe des femmes allaitantes avec un enfant, cette fois-ci, de plus de 6 mois. Donc, on décrira l'échantillon selon ces différents groupes et puis on aura également dans le rapport d'enquête l'âge moyen pour toutes les femmes. On a ensuite les... Ah non, j'oublie, j'allais continuer, mais on a également, comme pour les enfants, si cela est applicable, la couverture du programme BSFP pour les femmes, où on précisera donc le groupe cible concerné par le programme, à savoir est-ce que ce programme est pour toutes les femmes ou uniquement les femmes enceintes ou les femmes enceintes et femmes allaitantes avec un enfant de moins de 6 mois. Donc, ensuite, on a les indicateurs relatifs à la mesure du PB chez les femmes. Donc ici, selon les contextes, vous n'aurez pas tous les mêmes indicateurs au sein du rapport SENS. Cela dépend premièrement du groupe cible pour la mesure du PB. Est-ce que la mesure du PB est effectuée chez toutes les femmes ou uniquement chez les femmes ciblées par le programme BSFP, donc enceintes et ou allaitantes avec un enfant de moins de 6 mois, comme c'est généralement le cas? Et cela dépend, deuxièmement, des valeurs seuil du PB et des catégories à utiliser pour classifier le statut nutritionnel des femmes. Par exemple, est-ce que l'on veut savoir le pourcentage de femmes avec un PB en dessous de 230 mm? Ou peut-être que dans votre pays, c'est le seuil de 210 mm qui est utilisé. Donc, selon les pays, selon les programmes mis en œuvre, vous aurez tous des indicateurs pour la malnutrition selon le PB chez les femmes différents. Et le mieux, si vous ne savez pas quelle valeur seuil utiliser, le mieux, c'est de se référer, lorsque cela est possible, au protocole national de prise en charge pour la malnutrition aiguë, où généralement, vous avez les valeurs seuil PB à utiliser. Je rappelle toutefois que la mesure du PB chez les femmes reste optionnelle et qu'elle s'effectuera chez toutes les femmes uniquement en cas de préoccupation particulière concernant la condition nutritionnelle des femmes. C'est ce qu'on a vu précédemment, si on veut faire une enquête de base pour connaître la situation, ou on inclura la mesure du PB, ou
uniquement où on a un programme relatif à l'état nutritionnel des femmes. Donc, dans le cadre du suivi d'un programme, généralement, quand un programme BSF-PI est mis en œuvre. Voilà, donc c'est pas systématique la mesure du PB chez les femmes désormais. Hein. Retenez bien que c'est optionnel. Voilà. Terminer avec les indicateurs. Je voulais également présenter deux nouvelles variables qui ont été ajoutées au sein du questionnaire enfant pour l'anthropométrie. Il s'agit en fait de deux variables SMART. Si vous avez l'habitude d'effectuer des enquêtes SMART ou avez déjà effectué des enquêtes SMART, peut-être vous avez déjà utilisé ces variables, mais elles n'étaient pas présentes avant dans SENS V2. Elles ont donc été incluses dans SENS V3. Il s'agit des variables relatives au port de vêtements pour la mesure du poids et puis la variable qui concerne la position de la toise pour la mesure de la taille. Donc, on va présenter celle-ci juste après. On commence tout d'abord avec la variable close, qui est une variable donc optionnelle. Vous voyez qu'ici, dans l'image en haut à droite, le nom de la variable est en vert. Donc, ça veut dire optionnel. Avec cette variable, on veut savoir si l'enfant a été mesuré pour la mesure de poids avec ou sans ses vêtements. Donc, le protocole de mesure, vous savez ça, hein, normalement, c'est sans aucun vêtement, l'enfant est complètement nu. Mais dans certains contextes, il peut être inapproprié de faire retirer l'ensemble des vêtements aux enfants pour la mesure du poids. On ajoute donc cette question dans les contextes où il est commun de mesurer les enfants avec les vêtements. Bien qu'ici, attention, les sous-vêtements très légers comme les culottes, les slips, ça compte pas comme des vêtements. Donc, si l'enfant est juste en culotte, on mettra non. Après, c'est pas parce que vous incluez cette question dans votre questionnaire qu'il ne faut pas insister au moment de la formation des enquêteurs sur le fait que le protocole standard, c'est entièrement nu. Il faut bien expliquer avant de prendre les mesures à la maman, à la personne en charge de l'enfant, ce que l'on va faire. Dire que l'on peut remettre les vêtements tout de suite après avoir pris la mesure du poids. Hein. L'enfant peut être habillé avec un t-shirt, un petit pantalon léger pour la mesure de la taille et du PB. Et puis, il est possible également de prendre la mesure du poids à l'intérieur de la maison, si on peut. Ça peut être également uniquement une femme qui va avec la petite fille, enfin deux personnes qui vont avec la petite fille plutôt de sexe féminin. Enfin, tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on inclut automatiquement la variable close que les enquêteurs devront ne pas essayer de déshabiller les enfants. Voilà. Au moment de l'analyse des données, pour tous les enfants qui auront été mesurés avec des vêtements, le logiciel ENA déduira automatiquement le poids moyen des vêtements au poids des enfants mesurés avec les vêtements. Donc pour ça, toujours au niveau de l'écran option de ENA, vous avez une fenêtre, celle qui vous est présentée ici, où vous devrez indiquer le poids moyen à soustraire et également cliquer dans la case à côté du message affiché, colonne, mesure, vêtements et pondération des variables pour pouvoir copier-coller les données issues des téléphones dans l'écran saisie des données anthropométriques de ENA et notamment copier-coller les codes réponses pour la variable close qui sont Y pour oui, l'enfant a été mesuré avec des vêtements et N pour non, l'enfant n'a pas été mesuré avec des vêtements. Donc là encore, pour ceux qui ont oublié comment utiliser cette option dans ENA ou qui ne savent pas quel est le protocole standard à suivre pour déterminer le poids moyen à soustraire, vous pouvez, là encore, vous référer à l'outil 2 du module anthropométrie sur le paramétrage du logiciel ENA pour les enquêtes SENS. Puis donc, la deuxième variable qui a été ajoutée, c'est la variable measure. Cette fois-ci, cette variable est non optionnelle au sein du questionnaire SENS, puisque vous voyez que le nom de la variable est écrit en rouge. Ici, on va enregistrer si l'enfant a été mesuré avec la toise en position couchée, donc si on a mesuré la longueur, ou avec la toise en position debout, donc la taille.
si le protocole de prise de mesure pour la taille n'a pas pu être respecté, donc peut-être avec le seuil de 87 cm ou alors l'âge de 24 mois selon les contextes, parce que soit l'enfant était malade, soit parce qu'il était trop agité ou trop faible pour tenir debout, par exemple, le logiciel ENA, au moment de l'analyse, pourra appliquer un facteur de correction. Il me semble que le facteur de correction est de 0,7 cm. Et ENA corrigera les indices nutritionnels en conséquence si un enfant n'est pas mesuré comme décrit dans le protocole. Donc là encore, pour plus d'informations sur comment utiliser cette option ENA, vous pourrez à nouveau consulter l'outil 2 sur le paramétrage du logiciel ENA pour les enquêtes SENS. Tous ces outils sont déjà disponibles sur le site SENS. Donc voilà pour les changements les plus importants au sein du module 2 anthropométrie et santé. Après, bien sûr, comme tous les autres modules SENS, si vous voulez, je présente uniquement les plus importants changements, les principales nouveautés au sein des modules. Mais ces modules, tous les modules SENS ont été entièrement révisés au niveau de chaque section, chaque petit paragraphe, afin de s'adapter aux méthodes MDC. Tous les graphiques ont été révisés, améliorés. Les impressions écran, les annexes, les codes d'analyse EPI Info, tout ça a été mis à jour, les références, les outils, tout a été revu. Et puis tout ce qui était obsolète, comme par exemple les références aux normes NCHS, a été supprimé. Donc pour découvrir à quoi ressemblent les nouveaux modules SENS, nous vous invitons à les télécharger directement via le site SENS. Donc, on continue avec le module 3, anémie. Au niveau des objectifs, le module, là encore, aucune différence entre SENS V2 et SENS V3. Il s'agit toujours de mesurer la prévalence de l'anémie chez les enfants âgés de 6 à 59 mois et les femmes en âge de procréer entre 15 et 49 ans, non enceintes, et de déterminer l'enrôlement au sein des programmes de soins prénataux et la couverture de la supplémentation en fer acide folique pour les femmes, cette fois-ci enceintes. Pas de au niveau des indicateurs, que ce soit pour les enfants ou pour les femmes. Donc, je passe à la diapositive suivante qui concerne par contre un des plus importants changements pour ce module. Donc, on commence avec l'échantillonnage pour l'évaluation de l'anémie chez les enfants âgés de 6 à 59 mois. Pour déterminer l'échantillon, vous allez devoir sélectionner un des scénarios présentés dans le tableau ici. En fonction du type d'échantillonnage qui est choisi pour votre enquête et en fonction du nombre d'enfants âgés de 6 à 59 mois à enquêter d'après le calcul de taille d'échantillon effectué avec ENA. On va lire le tableau ensemble pour que ce soit plus clair. Tout d'abord, vous avez la première colonne concernant le type d'échantillonnage. Donc, vous choisissez ici, selon le design de votre enquête, échantillonnage par grappe ou échantillonnage aléatoire simple ou systématique. Après, selon le type d'échantillonnage, vous avez deux scénarios. 1 et 2 pour l'échantillonnage par grappe et 3 et 4 pour l'échantillonnage aléatoire. Avec les scénarios 1 et 3, vous devrez, si vous regardez maintenant la dernière colonne, avec les scénarios 1 et 3, c'est exactement la même chose. Vous devrez évaluer l'anémie chez tous les enfants éligibles dans tous les ménages sélectionnés aléatoirement pour l'enquête. Avec les scénarios 2 et 4, c'est la même chose si on regarde au niveau de la dernière colonne pour le module 3, vous devrez évaluer l'anémie uniquement dans la moitié des ménages aléatoirement sélectionnés pour l'enquête et tous les enfants éligibles dans la moitié des ménages seront évalués pour l'anémie. On aura donc un sous-échantillon avec les scénarios 2 et 4. Okay ? Donc, après votre choix entre le scénario 1 ou le scénario 2, ou dans le cas de l'échantillonnage aléatoire systématique, entre le scénario 3 ou le scénario 4, dépend du nombre d'enfants âgés de 6 à 59 mois à enquêter.
Et ce chiffre, vous l'aurez calculé au moment du calcul de taille d'échantillon pour l'anthropométrie avec ENA, en utilisant la prévalence de malnutrition aiguë globale attendue, la précision souhaitée, le taux de pas le taux de non-réponse, et puis l'effet de grappe si vous êtes dans une enquête par grappe. Donc, par exemple, avec un échantillonnage par grappe, vous devez inclure 550 enfants âgés de 6 à 59 mois pour l'anthropométrie dans votre enquête. On est donc en dessous de 600 enfants. En dessous de 600 enfants, échantillonnage par grappe, tous les enfants dans tous les ménages sélectionnés par l'enquête seront évalués pour l'anémie. C'est le scénario 1. Mais si vous devez, par exemple, inclure 780 enfants âgés de 6 à 59 mois pour l'anthropométrie, alors vous avez plus de 600 enfants. Donc, dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire d'évaluer l'anémie pour tous les enfants dans tous les ménages. Vous évaluerez l'anémie uniquement dans la moitié des ménages, tous les 2 ménages. Et c'est le même principe pour l'échantillonnage aléatoire. Mais cette fois-ci, le seuil en termes de nombre d'enfants à inclure pour l'anthropométrie pour déterminer quel scénario utiliser est plus petit, puisque là, c'est 400 enfants au lieu de 600. Donc voilà, je ne pense pas que ce soit trop compliqué de lire ce tableau. Selon votre échantillonnage, selon la taille de l'échantillon dans ENA, vous savez si vous devez faire l'anémie dans tous les ménages ou seulement dans la moitié des ménages. Pour les femmes, là, pour les femmes, je suis désolée, il y a beaucoup de choses sur cette diapositive, mais on va lire ensemble. Pour les femmes, vous avez en fait le choix entre 2 scénarios. Scénario 1, vous devez mesurer la prévalence de l'anémie chez les femmes en âge de procréer à des fins de surveillance, mais n'avez pas besoin d'évaluer l'impact d'une intervention et ne planifiez pas d'intervention spécifique et directe visant à lutter contre l'anémie, comme par exemple la supplémentation en fer de couverture pour toutes les femmes dans l'immédiat. Donc, si vous ne planifiez pas d'intervention visant à réduire la prévalence de l'anémie, la recommandation est, quel que soit le type d'échantillonnage choisi pour l'enquête, donc que l'on soit par grappe ou dans un échantillonnage aléatoire systématique, la moitié des ménages échantillonnés seront sélectionnés pour l'anémie. Et toutes les femmes, bien sûr, au sein de ces ménages seront évaluées pour l'anémie. Scénario 2, vous planifiez cette fois-ci de mettre en œuvre ou vous avez mis en œuvre une intervention directe pour lutter contre l'anémie, pour réduire du moins l'anémie, et vous avez donc besoin d'une prévalence de référence et d'observer l'impact de l'intervention. D'accord? Donc, si vous êtes par contre dans ce contexte-là, quel que soit le type d'échantillonnage choisi pour l'enquête, vous ferez comme pour les enfants. OK? Donc, ça veut dire que si vous êtes dans le contexte du scénario 2, vous planifiez de mettre en œuvre une intervention ou vous avez mis une intervention en place pour lutter contre l'anémie, réduire l'anémie, alors pour les femmes, vous ferez au niveau de l'échantillonnage comme pour les enfants. Donc, vous suivrez le scénario 1, 2, 3 ou 4 également pour les femmes, le même que pour les enfants. Voilà, je pense que c'est clair. Donc voilà, pour la mise en œuvre de votre prochaine enquête SENS, relisez cette section-là au sein du module anémie. Cette section est également présente au niveau du pré-module. Et voilà, si vous avez des doutes en ce qui concerne les tailles d'échantillons, dans tous les cas, le siège, les bureaux régionaux sont là pour vous soutenir au moment de la rédaction du protocole et du calcul de taille d'échantillon. Donc, pour finir avec le module 2, 2 nouveautés qui ont été incluses maintenant au niveau du questionnaire SENS. La première nouveauté, désormais, avant d'enregistrer la concentration en hémoglobine, l'enquêteur précisera l'unité de mesure pour son appareil HemoQ. Si différents appareils sont utilisés par les différentes équipes de l'enquête. Par exemple, vous avez 6 équipes. Il y a 3 équipes qui ont un HemoQ en grammes par décilitre, 3 équipes qui ont un HemoQ en grammes par litre. Alors, on va mettre cette question dans le questionnaire SENS et avant d'enregistrer la concentration en hémoglobine,
le chef d'équipe choisira grammes par décilitre ou grammes par litre. Et puis après, avec l'utilisation des méthodes MDC, toutes les concentrations en grammes par litre seront automatiquement converties en grammes par décilitre, puisque c'est l'unité qu'on utilise également au moment de l'analyse et de la présentation des résultats. Deuxième nouveauté pour le questionnaire SENS et l'anémie. Vous savez que lorsqu'on réalise une enquête SENS au-delà de 1000 mètres d'altitude, la concentration en hémoglobine augmente et on doit appliquer un facteur de correction aux concentrations d'hémoglobine pour tenir compte de l'altitude. Pour être sûr qu'au moment de l'analyse, les concentrations en hémoglobine ont bien été corrigées pour l'altitude, désormais, au niveau du questionnaire SENS, avec l'utilisation des méthodes MDC, le facteur de correction sera automatiquement inclus et donc automatiquement appliqué aux concentrations d'hémoglobine. Donc après, au moment de l'analyse, vous avez d'ores et déjà vos concentrations corrigées selon l'altitude. On verra, je pense, lors de la session 4 avec CartoNG et Claudia, où saisir la valeur, le facteur de correction dans le questionnaire au format XLS pour télécharger après dans les téléphones. Je pense qu'on verra ça au niveau de la session 4. Et après, pour connaître les facteurs de correction à appliquer, l'outil 5 qui était déjà présent dans SENS-V2 a été révisé et mis à jour. Et vous trouverez au niveau de l'outil 5 du module anémie la liste des camps avec l'altitude exacte pour chaque camp et donc le facteur de correction à appliquer pour la concentration en hémoglobine. Donc voilà pour les changements les plus importants au sein du module anémie. Je vais essayer de terminer avec le module Ange. On verra si on peut présenter les questionnaires, mais à mon avis, ça va être pour la semaine prochaine. Donc, au niveau du module Ange, alimentation du nourrisson et du jeune enfant, concerne les objectifs, du moins l'objectif, il n'y a pas de changement entre SENS-V2 et SENS-V3. L'objectif est toujours l'étude des pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant chez les enfants âgés de 0 à 23 mois. Au niveau des indicateurs, on a toujours les principaux indicateurs de l'OMS. Cela dit, un nouvel indicateur qui fait partie en fait des indicateurs optionnels de l'OMS a été ajouté. Il s'agit de l'allaitement au sein prédominant jusqu'à 6 mois. Donc, dans les rapports d'enquête SENS-V2, cet indicateur n'apparaissait pas. Comme la proportion de nourrissons de moins de 6 mois allaités exclusivement au sein peut être faible dans certaines populations, l'ajout de l'indicateur concernant l'allaitement au sein prédominant vise à identifier les nourrissons qui sont quand même principalement alimentés avec le lait maternel, mais qui reçoivent également d'autres liquides. Donc après, les autres liquides ici, c'est l'eau, les boissons à base d'eau, les jus de fruits, les liquides rituels, et aussi les gouttes et les sirops. Et pour le calcul de cet indicateur, là par contre, tout ce qui est préparation pour nourrissons, le lait frais d'origine animale ou tout autre type de lait en poudre, en conserve, le lait caillé, les yaourts, les bouillies légères, toute nourriture solide ou semi-solide n'est pas comptabilisée. Mais pas de panique, comme vous le savez, les codes d'analyse EpiInfo sont fournis à la fin du module au niveau des annexes, donc vous saurez quel aliment inclure et ne pas inclure pour le calcul de ce nouvel indicateur. En plus des indicateurs concernant la prévalence des apports que vous avez ici en bas, où il n'y a pas eu de changement entre SENS-V2 et SENS-V3, ils étaient déjà présents dans SENS-V2. Deux nouveaux indicateurs ANGE, HCR, ont fait leur apparition. Il s'agit ici des indicateurs numéro 9 et 10. Les nourrissons non allaités au sein de moins de 6 mois
et les nourrissons non allaités au sein de moins de 12 mois. Donc, pour calculer ces indicateurs, c'est le nombre total d'enfants de 0 à 5 ans ou de 0 à 11 mois pour le deuxième indicateur, qui n'ont pas reçu de lait maternel le jour précédent l'enquête ou qui n'ont jamais été allaités, divisé par le nombre total d'enfants de 0 à 5 ans ou de 0 à 11 mois. Donc, ces deux indicateurs ont été ajoutés car le HCR considère que les nourrissons et jeunes enfants non allaités dans les camps de réfugiés sont un groupe particulièrement vulnérable. Les risques de malnutrition, de morbidité, de mortalité sont plus élevés chez ces nourrissons et jeunes enfants qui ne sont pas allaités. Donc, bien sûr, après, le niveau de risque dépend du contexte, mais c'est principalement pour cette raison que ces deux indicateurs ont été ajoutés aux enquêtes SENS. On continue. Autre nouveauté au sein du module ANGE, c'est le développement de valeurs cibles standards à atteindre pour les indicateurs ANGE. Vous le savez, il n'existe pas de valeur cible standard à atteindre pour ces indicateurs, à l'exception de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois ou les objectifs mondiaux pour la nutrition de 2025, ce qu'on appelle les Global Nutrition Targets pour 2025, donc, précise que la valeur cible à atteindre pour l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois est d'au moins 50%. D'ici 2025. Mais voilà, les autres indicateurs n'avaient pas de valeur cible à atteindre. Donc, le HCR a travaillé notamment avec le CDC pour développer des cibles, des valeurs cibles pour chacun des indicateurs ANGE. Donc ça a été possible grâce au travail d'analyse des données ANGE. On avait déjà parlé de ça la semaine passée. C'est le travail de revue qui a été fait pour le développement de SENS V3. Le CDC a analysé les données d'à peu près 155 enquêtes SENS conduites entre 2011 et 2016, pardon. Et puis c'est grâce à ce travail d'analyse qu'ils ont pu définir des cibles réalistes et réalisables pour les indicateurs. Après, les cibles que vous voyez ici peuvent changer dans le futur puisque voilà, c'est l'analyse effectuée par le CDC avec 155 enquêtes SENS, mais peut-être qu'avec des preuves supplémentaires, ces seuils, ces valeurs cibles pourraient être modifiées dans le futur. Donc, si on regarde les cibles maintenant, par exemple, idéalement, au moins 90% des enfants devraient poursuivre l'allaitement jusqu'à 1 an. Ou encore, moins de 5% des enfants enquêtés devraient s'alimenter au biberon. Donc, voilà, pour chaque indicateur désormais, vous avez des valeurs cibles et vous pourrez utiliser ceci au moment de l'interprétation des résultats. Concernant l'analyse des données maintenant, quand les indicateurs ANGE sont cadre d'enquête SENS où l'échantillonnage est basé sur la prévalence de malnutrition aiguë chez les enfants de 6 à 59 mois, hein, c'est ce qu'on vient de voir avec l'échantillonnage pour l'anémie, vous savez que pour certains indicateurs, il peut être vraiment difficile d'atteindre une taille d'échantillon suffisante pour qu'on ait une bonne précision. Notamment avec des indicateurs qui couvrent un petit groupe d'âge, une petite tranche d'âge, comme par exemple la poursuite de l'allaitement jusqu'à 1 an. Vous savez que c'est le calcul pour cet indicateur, c'est avec les enfants uniquement âgés de 12 à 15 mois. Idem pour la poursuite de l'allaitement jusqu'à 2 ans, c'est uniquement avec les enfants âgés de 20 à 23 mois. Un autre indicateur où le groupe d'âge est petit, c'est l'introduction des aliments solides, semi-solides ou mous, où là, on prend uniquement les enfants âgés de 6 à 8 mois. Donc, c'est des tout petits groupes d'âge et on peut donc avoir des tout petits échantillons et donc des précisions plutôt faibles pour ces indicateurs. Une des nouveautés, une des nouveautés dans ce rapport ANGE, c'est
l'ajout de recommandations quant au niveau de précision qui devrait être atteint, notamment pour 2 indicateurs de l'OMS pour être considérés comme valides. Donc, en fait, désormais, au sein de votre rapport d'enquête SENS, tous les indicateurs AMGE seront inclus, excepté peut-être les indicateurs poursuite de l'allaitement jusqu'à 2 ans et introduction des aliments solides, semi-solides ou mous. Les indicateurs poursuite de l'allaitement jusqu'à 2 ans et introduction des aliments solides, semi-solides ou mous seront inclus uniquement si la précision est jugée acceptable. Donc, toujours avec l'analyse effectuée par le CDC, le niveau de précision minimum à atteindre pour ces 2 objectifs est de 15%. Donc, vous avez un exemple tout en bas du tableau. Par exemple, vous avez une prévalence de 41% avec derrière un intervalle de confiance qui est compris entre 23% et 75%. Pour estimer la précision, vous ferez simplement 64 moins 23, donc les bandes supérieures et inférieures de votre intervalle de confiance, on obtient 41. 41 divisé par 2, ça fait 20,5. Donc ici, par exemple, la précision est trop faible pour que l'indicateur soit inclus dans le rapport d'enquête. D'accord? Donc, si vous êtes au-delà de 15%, avec une précision plus faible, on n'inclura pas les prévalences pour l'indicateur dans le rapport d'enquête final. Bon, je pense que c'est clair, même si je crois que mon explication n'était pas tout à fait claire. Aucune recommandation de niveau de précision n'est fournie pour les autres indicateurs ANGE, car l'analyse effectuée par le CDC a indiqué que dans la plupart des enquêtes, un niveau de précision acceptable avait été atteint pour les autres indicateurs. Donc voilà, retenez seulement que pour ces 2 indicateurs-là, avant de mettre les résultats dans le rapport d'enquête SENS, vous devez vérifier la précision. Si vous êtes au-delà de 15% avec une précision donc plus faible, vous ne présenterez pas les résultats. Voilà, donc cela clôturait la présentation des changements les plus importants au sein des modules SENS V3. Maintenant, on a vu tous les modules, du module 1 au module 7. Donc, je voulais ensuite présenter les questionnaires SENS standards pour les enfants de moins de 5 ans et pour les femmes de 15 à 49 ans. Malheureusement, je vois qu'il est déjà 15h26, donc il est peut-être mieux de continuer la présentation. Ah, peut-être si, je peux juste expliquer la structure des questionnaires avant, oui, c'est vrai. Et puis, on verra les questionnaires enfants et femmes la semaine prochaine. Terminé, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, justement, avant qu'on continue avec les questionnaires, en fait, je voulais expliquer ici la nouvelle structure des questionnaires SENS pour qu'ils soient compatibles avec les méthodes MDC. Donc, quand en fait, on parle de questionnaire SENS, on n'a pas un seul questionnaire SENS, on a 4 questionnaires principaux. On a le questionnaire démographie, donc ce qu'on a vu la semaine passée, où on peut inclure ou non les questions relatives à l'enquête de mortalité. Donc, le questionnaire démographie, c'est le questionnaire qui va avec le module 1. Ensuite, on a ce qu'on appelle le questionnaire ménage. Et au sein du questionnaire ménage, vous avez toutes les questions pour le module sécurité alimentaire, le module couverture en provisions moustiquaires et le module eau, hygiène et assainissement. D'accord? Ensuite, vous avez le questionnaire enfant pour tous les enfants de moins de 5 ans avec tous les indicateurs relatifs à l'anthropométrie et la santé, l'anémie et puis les indicateurs ANGE. Et puis, le questionnaire femmes pour toutes les femmes en âge de procréer où vous avez les indicateurs relatifs à l'anthropométrie, la santé et l'anémie. Là, pardon, il y a une erreur, c'est du module 2 à 3 puisque bien entendu, on n'a pas de questionnaire ANGE pour les femmes. Donc, voilà, désormais, si vous voulez, vous avez 4 questionnaires à adapter au contexte de votre enquête et ensuite à transférer dans les téléphones. Le module, le questionnaire démographie,
qui va être obligatoirement administré dans tous les ménages, le questionnaire ménage avec les questions sécurité alimentaire, moustiquaire et eau, hygiène et assainissement, le questionnaire enfant pour les enfants de moins de 5 ans et le questionnaire femme. Donc voilà. Et puis, voilà, sachez que c'est questionnaire standard, les 4 questionnaires, puis et le 5e avec les questions de mortalité. Tous ces questionnaires sont d'ores et déjà disponibles en anglais, en français, également en swahili et en arabe. Et puis, la traduction est en cours en ce qui concerne les versions en bengali et en somali. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire concernant la nouvelle structure des questionnaires SENS pour pouvoir être ensuite transférés dans les téléphones. Donc, on verra en détail comment adapter au téléphone avec la session 4. Et puis, voilà, la présentation des questionnaires enfants et des questionnaires femmes, on la fera la semaine prochaine puisqu'il est déjà 3h30. Donc, je m'arrête ici. J'espère avoir été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou éventuellement à les envoyer par mail à Aude-Chen ou à moi-même. Et puis, on répondra à l'ensemble des questions lors de la session 6. Valérie et Aude-Chen, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Écoute, merci beaucoup Fanny pour cette présentation. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est très intéressant de voir ce qui a été changé. J'espère que nos participants ont aussi beaucoup apprécié. Merci à toi et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une 3e session. Je m'en réjouis. Merci beaucoup. Merci. Aude-Chen, do you want to add something? No, just to have one question in the chat box. Okay. Sorry, I just say in English. Maybe you can respond in French. Yeah, Jean Claude, she asked about if a female is pregnant and lactating at the same time, whether she would be counted as pregnancy or lactating. It's a good question. Maybe I need time before to respond. Jean-Claude, c'est une très bonne question. Peut-être que je vais prendre le temps de réfléchir un petit peu avant de parler trop vite. Et dans tous les cas, si tu te poses cette question, j'imagine que d'autres peuvent se la poser. Donc, il sera intéressant de répondre au moment de la session de questions et réponses, afin qu'il n'y ait pas de malentendu par rapport au classement des femmes enceintes et allaitantes dans le tableau pour le statut physiologique. C'est une très bonne question. C'est ça, jusqu'à autre stuff. Nous avons tout le module et le MDC en Sens website Sens. Je mets le website link dans le chat box. Ok. Donc, oui, donc tous les modules SENS V3, les 7 modules, les questionnaires pour les téléphones, tous les outils SENS, tout est déjà sur le site internet SENS. Et Aude-Chen était en train de dire qu'elle allait partager le lien du site internet SENS pour ceux qui ne l'ont pas au niveau du chat de Cisco. Et puis, je crois que vous l'avez également dans l'email qui vous a été envoyé vendredi avec notamment le lien pour visionner la session 1 qui a été enregistrée pour ceux qui n'ont pas pu être présents la semaine passée. Voilà. Mais tout est disponible sur le site SENS. Vous pouvez déjà tout regarder. Eh bien, écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de cette session. Je vous remercie pour votre attention, pour votre participation.
Et puis, on continue la semaine prochaine avec les questionnaires et les changements au sein du pré-module. Donc, mardi prochain, mardi 20, à la même heure, de 2h à 3h30. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à toi, Fanny. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. À plus.